Nos champs communs. Collecte intergénérationnelle autour de la mémoire paysanne. Ce que j'ai appris, c'est que à l'époque d'avant, il y avait beaucoup d'entraide entre les voisins et qu'il y en a pas trop maintenant. Leur manière de vivre aussi, parce que brouille en fait avec ce qu'il a, alors qu'on pourrait très bien se réunir et faire beaucoup plus de choses ensemble. Là, ça me fait comprendre que en étant tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, mais à plusieurs, on peut aller beaucoup plus loin. Comment fonctionnait le village ? Moi, ce que j'ai appris, c'est le niveau de travail, que c'était tous les jours sans s'arrêter, qu'ils ne pouvaient pas prendre du temps pour eux, partir en vacances pendant une semaine ou deux. L'agriculture au cœur du village. Récit d'une évolution. Il faut dire aussi que des agriculteurs, vous aurez l'occasion de moins en rencontrer parce qu'en nombre, statistiquement, il y en a de moins en moins. Parce que 80% de la population française était rurale. Bon, pas spécialement agriculteurs, mais qui vivaient dans les villages, quoi. Ça pouvait être des artisans, mais c'était quand même des ruraux. Alors que maintenant, des agriculteurs, il n'y en a plus que 3%, je crois, en France. Les villages étaient concentrés autour de l'agriculture. Parce que comme aujourd'hui il n'y en a plus, il n'y a aucune famille d'agriculteurs. À l'époque, toutes les maisons, c'était des agriculteurs, ou des ouvriers agricoles, ou des petits exploitants. Les villages n'étaient pas comme maintenant, il n'y avait pas de lotissement, il n'y avait que des familles qui se connaissaient et de longue date, sur plusieurs générations. Donc, les relations, elles étaient avec les adultes, entre enfants et autres, elles étaient ce qu'elles étaient, mais généralement elles étaient bonnes parce qu'il fallait qu'il y ait de l'entraide. Il y avait tout le temps forcément besoin des autres. Donc même s'il y avait quelquefois, je ne sais pas, des petits accrochages, mais c'était pas... C'était pas méchant. Non. Il y avait de l'entraide pour les corvées, ramasser le maïs, vendanger, le battage, gerboyer, c'est-à-dire ramener les gerbes à la maison. Et après il y avait la corvée du cochon, parce qu'on tuait le cochon à la maison. Donc il fallait être 7 ou 8. Il y avait des hommes pour la partie, donc abattage et puis l'ouvrir. Et puis 2 jours après, on faisait la saucisse, le pâté, etc. Ah oui, c'était beaucoup d'entraide, oui, c'est vrai, c'est ça. Parce qu'il y avait des corvées de battage, des corvées de vendange. Il y a 30 ans de ça, même, il y avait encore des vignes un peu partout chez les agriculteurs. Chacun faisait sa production de vin. Et là, c'était ça, c'était le partage pour aller tailler la vigne, c'était le partage pour l'entretien de la vigne, et puis après, c'était la fête des vendanges, quoi. On se réunissait entre voisins, quoi. On était dans un champ, il y avait des gens qui avaient fini le travail dans le leur, ils venaient vous aider à monter l'herbe sur le char, à tout. Vous avez le voisin qui était à côté, même l'autre qui était loin, qui est fini, qui passait, il voyait qu'il allait y avoir un orage, il avait le temps, allez hop, il venait aider. Et nous, on faisait la même chose chez les autres. Par la force des choses, on était obligés de céder. La première année qu'on a été mariés, on a attrapé la fièvre de Malte, une maladie transmise par les moutons. Alors, il n'y avait pas les aides qu'il y a aujourd'hui. C'était un traitement de 6 semaines, il fallait faire les piqûres tous les jours. Alors on ne s'est pas dégonflé, on avait la ferme à faire tourner, on se faisait la piqûre réciproquement. Mais on ne pouvait pas partir à l'hôpital. Si on n'avait rien, si on avait été dans le régime général, on aurait été pris en charge dans des maisons de repos. Mais comme on avait la ferme sur notre dos, on n'avait droit à rien. Je parle des difficultés qu'il y avait quand il y avait un souci de santé. Et bien heureux que les voisins viennent quand ça ne va pas. Mais après, il faut les rétribuer aussi. Quand on reçoit, il faut donner. C'était très important, le rôle des voisins. Tout était bon pour s'entraider, mais vraiment, quoi. Et quand je suis née au début des années 50, mon père avait également mis en place une CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, avec d'autres agriculteurs de son secteur, de façon à pouvoir justement acheter ensemble les premiers matériels qui coûtaient un peu cher et qu'un seul paysan n'aurait pas pu se payer, quoi. C'est-à-dire, au lieu d'acheter son matériel soi-même, on est un groupe d'agriculteurs, on se met ensemble et au prorata de la surface de chaque exploitation, on a le droit de se servir de ce matériel. Donc c'est un coût moins onéreux. Et ça a été une révolution pour nous. Ça évite d'avoir des doublons en matériel. Puis sur un coup de bourre, on va l'aider. Et c'était l'honneur de l'agriculture. Le travailler ensemble,
à mon avis, et sans aucune connotation ni politique ni syndicale, ce qui a fait l'agriculture française, c'est le mutualisme et la coopération. Quand on travaille ensemble, on avance. On a été habitués à travailler. À la campagne, on était le nez dans le guidon, il fallait travailler. On travaillait. Et le dimanche après-midi, on était libre. Le dimanche matin, souvent, il fallait aller à la messe. Mais on n'avait pas de moyens pour aller loin. C'était les jeunes du village. On se retrouvait. Et je vous dis, le premier vélo, moi, à 17 ans, on faisait nos sorties en vélo. Il y en avait quelques-uns qui l'avaient plus tôt, et d'autres plus tard. Enfin, bon, et il y avait un foyer des jeunes où on pouvait se retrouver tous les dimanches après-midi avec les copains d'école, finalement, quoi. Ce que ça avait de bien, le foyer, c'est qu'il y avait plusieurs générations, quoi. Et c'est comme ça que moi j'ai appris à danser avec les aînés, quoi. Ce que j'aimais bien à cette époque-là, c'était le mélange des générations. Moi, ça m'a nourri, ça m'a vraiment appris, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de petits ni de grands, on était ensemble, quoi. Et chacun apprenait à l'autre, quoi. Et ça, je pense que c'était important à l'époque, quoi. On avait ce qu'on appelait un foyer rural. C'est-à-dire, c'est un centre d'animation qui a été créé dans les années 1955. Ça a amené un peu de culture. C'est là qu'a été mis en place le premier téléviseur. Il y avait un téléviseur dans une salle, et chacun, au gré des programmes, s'il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, alors on savait que par exemple que le lundi soir il y avait telle émission, alors les gens se réunissaient. Ceux qui aimaient le cirque, ils allaient tel jour, ceux qui aimaient C'était un lieu de vie. Et c'était, nous, c'était se vivre ensemble. Nous, on se rencontrait le dimanche après-midi, on passait tout l'après-midi ensemble, ça resserrait les liens. Alors les loisirs, mon papa était garde champêtre en même temps. Donc c'était l'époque où le cinéma itinérant, moi j'ai connu Charlot, parce que il était accueilli dans une salle qui s'appelait le Cercle, après ça s'est appelé Foyer Rural, qui projetait aux gens donc le blanc et noir. À l'époque, moi j'ai connu le blanc et noir parce que mon père était préposé à coller les affiches, à accueillir, à mettre tout ce qu'il fallait. Si c'était le théâtre de la troupe du Rosier, ma mère les faisait manger, mon père mettait l'estrade. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir une culture. Je crois qu'on appelle ça aujourd'hui l'éducation populaire, mais c'était la culture pour tous. Le théâtre, c'était pareil. On mettait 2 chaises, par exemple, et une planche. On se contentait. Aujourd'hui, on dirait, mais ils vont se faire mal, mais alors, malheur. Et tout. À l'époque, non. C'était surtout, pouvons-nous en profiter? Alors, il y avait l'école avec son espace qui s'appelle préau. Et bien, le cirque, quand il venait, il avait le préau de l'école. Et chacun amenait sa chaise, s'il voulait être bien assis, etc. Voilà comment moi j'ai eu la culture à domicile presque. Et est-ce qu'avec votre travail, vous aviez des activités ou des loisirs à côté de vous? Ça a été bien compliqué, non. Ben, c'est-à-dire, on a débuté, on a, si tu veux, comme mon beau-père avait été en fermage, donc il n'avait pas d'exploitation personnelle. Donc nous, on a acheté une exploitation, on a fait construire, on a fait les serres et tout ça. Et après, il faut assumer derrière. On a eu du mal au départ. Alors, après les vacances, c'est sûr, c'est pas évident. Mais à l'époque, on ne se posait pas la question. Hein. Ben non, écoute, on habite déjà, on habite un département, tu n'as pas envie de travailler, tu vas à la plage. Hein, non, c'est vrai. Ben, c'est ça. Donc bon, après, c'est vrai on n'a pas à se plaindre non plus. Hein, je veux dire, c'est pas les vacances, on n'y pense même pas. Bon, si le dimanche, le dimanche, on était libre, on allait à la plage, on allait à la neige, on faisait. Après, on a pris des vacances, enfin pas des vacances, des week-ends. Voilà, on prenait des week-ends, on allait skier. Je veux dire, c'est des vacances simples. C'est pas comme maintenant, ils veulent aller aux Caraïbes, tout ça. Non, on n'y pensait même pas. Des vacances, hein? Pas un jour de vacances. Quand on est brésilien, on peut pas prendre des vacances. Des vacances? Les vacances, je te dis, personne n'en prenait. Et je ne veux pas les critiquer, ni lancer la pierre à nos ancêtres, mais les anciens acceptaient mal qu'on arrête de travailler comme les vacances. Il fallait travailler. Jamais pris de vacances. Je vais vous étonner peut-être. Si vous vous installez un jour,
Prenez les vacances maintenant, parce qu'après, je pense que vous en prenez peu. Quand vous êtes en serre, que vous avez des serres verts ou des tunnels, un truc comme ça, c'est comme si vous aviez des vaches. C'est des aléas de la nature qui vous font que vous ne pouvez pas partir. Vous savez, on a connu le gel, mais chez nous, avoir du moins 10 ou moins 12, vous le voyez une fois, mais malheureusement, ce jour-là, vous l'avez. Hein. Les inondations, on en a eu plusieurs. Après, le vent, si vous avez bien vu, hein, vous êtes là dans la région, le vent, vous l'avez souvent, hein, et fort. Les aléas du temps. Maintenant, ça fait partie du jeu, ça. Hein, on ne peut pas gagner tout le temps. Hein. On a eu des périodes difficiles, parce que l'agriculture, il n'y a aucune année pareille. Hein. On est déjà tributaire du temps. Moi, j'ai vécu des années à avoir connu des gelées tardives. Une année terrible, ça a été une gelée qui est survenue au mois de mars, ce qu'on appelle une gelée noire. Le thermomètre était descendu à moins 11 ou moins 12 dans la nuit. Et après, le matin, quand le soleil sort, il ne gelait plus. Cette année-là, il n'y a pas eu un abricot. Et les vignes, elles ont commencé à bourgeonner au mois de juin. Le premier bourgeon a été gelé. Donc, c'est le premier bourgeon qui est fructifère. Le second l'est beaucoup moins. Cette année-là, il y a eu une diminution de volume, tant et si bien que moi j'étais encore assez jeune et j'ai failli quitter le métier par découragement. Tu sais, quand tu plantes un hectare de salade et que tu as une inondation et que tu vois toutes tes salades qui s'en vont, tu dis c'est un métier de con, quoi. Entre guillemets, excuse-moi du terme, mais c'est vrai, non, mais des fois c'est arrivé, toutes les serres qui tombent. J'ai pleuré ce jour-là, c'est arrivé 2 fois, en 81, en 92. C'est pas vrai, tu travailles comme un idiot et tout tombe. Ça, je disais, pour être agriculteur, il faut être brave. Et je crois que c'est vrai, ça. C'est les mots qui sont justes. Ils ne sont pas reconnus le métier ingrat qu'ils font, le métier pénible et ingrat. Hein. Dans le temps, l'agriculteur, il était apprécié. Parce que c'est lui qui l'hiver, qu'est-ce qu'il allait dépanner avec les tracteurs, quand il y avait de la neige, pour un exemple. Et plein de choses, quand il y avait des fêtes foraines, qu'est-ce qu'on cherchait à emmener un char, le tracteur, où le tracteur servait à aller accrocher. Enfin bref, je vais prendre plein d'exemples. Il y avait que j'ai vu la dégradation de la relation du paysan qui est devenu un pollueur, qui est devenu un mal-aimé. Ça s'est vu au fur et à mesure des années. Et les citadins qui venaient, soi-disant, venir à la campagne et qui n'avaient aucun respect de la vie de la campagne. Vous connaissez tous les procès qu'il y a avec les champs du coq et tout ça. Bon. Aujourd'hui, il n'y a plus un berger dans la plaine de Roussillon. Je parle dans les villages. Ici, on était 3 bergers. Il y avait à l'époque 3 bergers. Les nouveaux arrivants n'ont pas connu un troupeau traverser le village. Parce que, vous savez, un mouton, quand il part, il fait ses besoins. Les gens, ils n'aimaient pas ça. Les mouches, quand on sortait le fumier. Mais alors à l'époque, ça ne posait pas de problème. Là, souvent, en haut, à la montagne, il y avait un berger. Il était plus ou moins en permanence. Bon, de toute façon, il savait où étaient toutes les bêtes, tout allait bien. Très peu de touristes. Pas de VTT, pas de motocross. Là, le problème, c'est le partage de l'espace. On ne peut pas dire, bon, les agriculteurs, ils sont chez eux, et pourquoi vous venez les emmerder, mais ça se conçoit. On peut très bien vivre ensemble. Pour les transhumances, il y avait les troupeaux et tout. Tu montais voir tes bêtes, allez, tu voyais 4 promeneurs, 5 ou 6, parce qu'il y avait le refuge en bas. Vous voyez 6 personnes dans la journée. Maintenant, ils sont à 100 mètres les uns des autres. Pour la transhumance, ça c'est sûr que c'était... Ce que je regrette surtout, c'est l'état d'esprit qui était autour. Il y avait des villages à étapes, disons. Tu avais la fontaine, tu avais un parc où tu pouvais plus ou moins les fermer. Les voisins venaient taper la discussion un peu. Et si tu avais besoin de quelque chose, tu n'avais pas besoin de le demander. Ça faisait partie du travail. Du travail, de l'état d'esprit. Le truc classique maintenant, tout le monde a un ancêtre qui était agriculteur.
Mais il en reste quoi, des souvenirs de l'ancêtre? Ouais, mon grand-père, il le faisait. Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Au moins, tu aurais pu le vivre. J'ai un souvenir où il y avait quand même déjà une chose. Il y avait le phénomène famille. Et famille, tout aussi bien avec les membres de sa famille qu'avec les voisins, qu'avec tout le monde. J'ai des souvenirs, j'avais 3 ans. Je me souviens, devant chez moi, au bord du chemin, il y avait ils mettaient des bancs ou des chaises. Tous les vieux, le soir, ils venaient discuter en été quand il faisait bon ou même la journée. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Ça se fait plus. Ça se fait plus. Ils ne se parlent plus, les gens. Ils font un bonjour. Depuis la cabine du tracteur, ils font un bonjour, et puis c'est tout. Il n'y a plus aucune relation humaine. Parce qu'il reste très peu d'agriculteurs dans les villages. Maintenant, avec les tracteurs et les cabines de tracteurs insonorisées, climatisées et des vitesses multipliées, on ne se voit même pas. On se croise, on ne se voit pas. Et puis, on n'a surtout pas besoin des voisins. Le problème, il est là. C'est pas pareil d'être à côté d'un attelage de bœufs ou un cheval et croiser un autre animal et être avec des tracteurs. Et puis, il y a aussi qu'il faut faire des hectares, des hectares, des hectares. Ça, la mode, c'est hectares. Donc, ça remet tout en question. Le rythme de vie n'est plus le même. Bon, tant qu'il y avait le dépiquage, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Bon, on faisait des gerbes de blé qu'on entassait sous une grange. Et après, les voisins venaient aider quand il y avait ce qu'on appelait le batteur, quoi, la machine pour séparer le grain de la paille, quoi. Et là, il fallait être une trentaine de personnes. Oui, mais après, sont arrivées les moissonneuses-batteuses assez vite. En 62, je crois que les moissoneuses sont arrivées. Et après, tout ça, ça s'est un peu disloqué. Et, bon, après, on ne s'aidait plus que pour les vendages ou ponctuellement, quoi, pour faire certains travaux, quoi, avec les voisins. Mais la société de maintenant, bon, l'entraide, c'est plus du tout la même chose, quoi. Vu les structures comme elles ont augmenté, bon, il y a encore quelques cumas qui subsistent, mais je ne trouve pas que c'est bien marché dans notre secteur. Hein. Et aujourd'hui, ce que je regrette, moi je le vois par rapport à mon neveu, ils sont égoïstes. Aujourd'hui, ils veulent avoir tout le matériel, plutôt avoir une salariée pour les aider, mais aujourd'hui, ce qui, je trouve qui pêche dans l'agriculture, c'est ce manque de coopération, justement. Ça, je le regrette vraiment, quand même. Parce que le problème de l'agriculteur, c'est plusieurs métiers. C'est être gestionnaire, déjà, c'est de produire, c'est d'être commerçant. À la limite, on ne peut pas tout faire. Et en voulant tout faire, bon, le gars, il a la tête dans les guidons et il ne réfléchit plus, quoi. Alors que quand il y avait quand même une entraide, on était obligé de se réunir une fois par mois pour savoir le temps des travaux qu'on allait faire, tout ça. Donc il y avait une discussion, on prenait le café ensemble. Et ça, aujourd'hui, c'est perdu, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent d'avant? Moi, ce qui me manque, c'est ne plus pouvoir parler patois. Parler notre patois, notre occitan. Il n'y a plus personne. Et c'était ma langue maternelle. Je parlais patois avant de parler français. C'est quelque chose qui me manque parce que ça a été ma jeunesse. Les années 80 ont liquidé pas mal d'agriculteurs. Hein. Je vois autour de chez nous, il n'y a pratiquement plus personne. Et puis bon, la ville s'est agrandie parce c'est devenu des terrains à bâtir, quoi. Et puis voilà, quoi. Comme on était à proximité de la ville, il y a beaucoup de terrains qui sont partis en terrain à bâtir, quoi. Ah, et ça a été un gros choc et rien d'évident, hein, d'abandonner son outil de travail. Et puis quand même, bon, ou une ferme où on est né, quoi, pour dire entre guillemets, quoi. Hein. C'est toujours dur à laisser. Hein. Les témoignages ont été recueillis par les élèves des lycées agricoles de Montpellier, Pézenas, Saint-Gaudens, Auch et Téza. Réalisé par l'association Nos Mémoires Vives avec le soutien de la région Occitanie.